dass die EU eine treibende Kraft sein kann. Monsieur le Président du Parlement européen, Monsieur le Président de la Commission européenne, Mesdames, Messieurs les députés européens, Mesdames et Messieurs, je dois vous dire que je suis particulièrement honoré de m'inscrire aujourd'hui dans la série des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne qui s'adressent ici à la session plénière du Parlement européen pour débattre ensemble de l'avenir de l'Europe. M'adresser à vous ici à Strasbourg, mais autant plus cher que cette ville, occupe une place particulière dans l'histoire de l'intégration européenne. J'ai la chance d'appartenir à cette génération de ceux qui n'ont pas vécu la Seconde Guerre mondiale et les années d'après-guerre. L'Union européenne a donné à nos pays la plus longue période de paix jamais connue sur notre continent. Vivre en paix, cela peut paraître comme un constat banal, mais croyez-moi, la paix n'est jamais banale. L'Europe est un vieux continent composé de pays et de régions riches en culture ainsi qu'en histoire. Et c'est la diversité de son patrimoine qui fait la beauté, justement, de cette Europe. Toute architecture politique européenne doit tenir compte, justement, de cette diversité. Le fait que le Parlement européen se réunit en plénière à Strasbourg, l'une des trois capitales européennes à côté de Luxembourg et Bruxelles, est aussi symbolique à cet égard. Ce fut d'ailleurs lors du Conseil européen de Strasbourg, en décembre 1989, quelques semaines après la chute du mur de Berlin, que les dirigeants de l'époque, des personnalités comme Helmut Kohl, François Mitterrand ou encore Hans-Dietrich Genscher ont pris en main le destin de l'Europe de la guerre froide en lançant les bases d'une réunification européenne allant de pair avec la réunification allemande. Je renvoie à cette période de la fin des années 80 du siècle dernier comme ce fut une époque où le monde traversa de grands changements. Lors du dit Conseil de Strasbourg, l'appel fut lancé pour nous mettre en route vers l'Union européenne. Cet appel me semble toujours d'actualité, surtout à un moment lorsque le monde est soumis de nouveau à de grands changements. Je pense notamment à l'imprévisibilité de certains de nos partenaires, mais aussi au risque de perte de compétitivité européenne dans un monde globalisé. Notre continent a besoin d'être davantage uni pour être en mesure aussi de protéger ses citoyens et aussi créer son avenir. Les conclusions de décembre de 1989 me semblent ainsi toujours valables pour n'en citer qu'un seul extrait. Il est dans l'intérêt de tous les États européens que la communauté se renforce et accélère sa marche vers l'Union européenne. 30 ans plus tard, accélérons donc à nouveau notre marche vers l'Union européenne. Et accélérons-la surtout dans les domaines où nos citoyens aussi nous le demandent. Rendons notre Union plus forte et capable de répondre aux défis que nous connaissons aujourd'hui. Dans ce contexte, le dialogue citoyen doit être cultivé. Les consultations citoyennes proposées par le président Macron constituent un débat important pour impliquer les citoyens et identifier leurs préoccupations, leurs espoirs, mais aussi leurs attentes. Le Luxembourg est parmi les premiers pays à s'être joint à cette initiative et j'ai moi-même lancé les premières consultations au Luxembourg le 20 avril dernier. Je préconise une action de l'ensemble des États membres pour répondre aux attentes de nos citoyens. Mais si cette unité ne peut être trouvée quand l'action est requise, je rappelle que nous disposons dans les traités aussi d'outils qui nous permettent d'avancer à plusieurs, à savoir la possibilité d'agir dans le cadre de la coopération renforcée. Tout comme la chute du mur de Berlin avait donné le coup d'envoi pour accueillir en notre sein les nations européennes desquelles nous étions artificiellement séparés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la crise des réfugiés de l'année 2015 et le référendum britannique quelques mois plus tard sont des événements qui demandent à tous un nouvel élan. Pour ma part, je suis convaincu que les événements successifs des dernières années, le printemps arabe, la guerre en Libye, la crise des réfugiés, l'insécurité croissante dans la région du Sahel et surtout la guerre en Syrie, sans oublier les actes terroristes dans nos villes, marquent un tournant qui appelle à un renforcement de l'action de l'Union
européenne. Nous devons nous doter du même courage que nos prédécesseurs et prendre les décisions qui s'imposent face à ces défis pour maintenir une Europe politiquement et économiquement forte, libre et ouverte sur le monde. À la sortie du dernier conflit mondial causé par les nationalismes exacerbés, mon pays a saisi, avec ses voisins, l'opportunité de figurer parmi les pays fondateurs de l'Union européenne. Cette chance historique nous a permis d'avoir une perspective sur l'Europe qui est celle d'un État qui a participé à l'évolution de l'Union européenne au fil du temps. Pour nous, le choix de l'Europe a été, à chaque étape, un choix dicté par nos convictions. Le choix d'un État européen qui définit sa souveraineté nationale aussi à travers, voire grâce à son appartenance à l'Union. Et je suis très fier que les derniers sondages ont ressorti que les Luxembourgeois sont ceux qui aiment le plus l'Europe. Aujourd'hui, paradoxalement, des forces populistes font appel à la seule souveraineté nationale pour assurer le salut de l'Europe. Or, c'est justement l'Union européenne qui protège plus que jamais notre souveraineté dans un monde globalisé. Mr. President, honourable members of the European Parliament, the European Union provides added value to European citizens, in countless instances improving their daily lives. However, one of the greatest challenges the Union faces today is the fact that these advantages resulting from a country's membership in the Union are simply taken for granted. This is therefore not a coincidence, in my view, that so many UK citizens living in my country have been applying for Luxembourg citizenship since the Brexit referendum. Many others have apparently doing the same in other member states. These applications for citizenship by British citizens are proof of the huge added value of the public goods and services created by the European Union, which these citizens do not want to abandon, most obviously the four freedoms. Sehr geehrter Herr Präsident, unsere Bürger verlangen ein weltoffenes und tolerantes Europa, in dem jede Frau und jeder Mann die gleichen Chancen hat, unabhängig von Religion, Hautfarbe oder sexueller Orientierung. Nur so wird auch die Europäische Union dazu beitragen können, Lösungen für die globalen Probleme unserer Zeit zu finden. Probleme, welche die europäischen Nationalstaaten alleine nicht mehr schultern können. Ich denke hier unter anderem an den Klimawandel. Die Verhandlungen zum Pariser Klimaschutzabkommen haben gezeigt, dass die EU eine treibende Kraft sein kann bei der Suche nach Lösungen zu globalen Problemen. Auch zu globalen Fragen der Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen kann die EU eine tragende Rolle einnehmen, wie die letzte Woche auch gezeigt haben. Genauso fragt die sich weltweit ändernde Demografie sowohl nach globalen als auch nach europäischen Antworten. Fragen der Migration des 21. Jahrhunderts sind keine nationalen Fragen. Ich bin überzeugt, dass die Europäische Union eine, ja sogar die Antwort auf diese globalen Herausforderungen darstellt. Nur eine europäische Antwort kann die Sicherheit und das allgemeine Wohl unserer Bürger auch im 21. Jahrhundert gewährleisten. An dieser Stelle möchte ich auch ausdrücklich den Einsatz der Europäischen Kommission und insbesondere von Kommissarin Malmström für einen freien und offenen Welthandel im Einklang mit den Regeln der Welthandelsorganisation auch begrüßen. Unsere Bürger wollen teilhaben am Wirtschaftswachstum und auch am Wohlstand. Die Weltwirtschaftslage ist im Moment positiv. Das Wachstum hat sich in allen EU-Mitgliedstaaten eingefunden. Deshalb ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, die Wettbewerbsfähigkeit Europas auch zu stärken. Der europäische Binnenmarkt ist in diesem Zusammenhang eine Grundvoraussetzung, damit unsere Unternehmen global wettbewerbsfähig sind und das vor allem auch noch bleiben. Der Euro ist wiederum eine Grundvoraussetzung für einen gut funktionierenden EU-Binnenmarkt. Deshalb ist es auch von strategischer Bedeutung, die Vertiefung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion weiterhin voranzutreiben. Am letzten Freitag haben die Finanzminister der EU mit proaktivem Einsatz auch von Luxemburg zur Verstärkung der Bankenunion eine Übereinstimmung gefunden und so die richtigen Weichen gestellt zur Vertiefung
der Wirtschafts- und Währungsunion, zu der sich die Staats- und die Regierungschefs im nächsten Juni verpflichtet haben. Der Euro und der Binnenmarkt bedingen sich gegenseitig. Und in gleichem Maße bedingen sich auch die Wirtschaft und Währungsunion als zwei Seiten der gleichen Medaille. Die Vertiefung des EU-Binnenmarkts ist deshalb auch weiterhin eines unserer Hauptanliegen. Hierbei denke ich vor allem an die Schaffung eines digitalen EU-Binnenmarkts. Es wäre inkohärent, auf der einen Seite eine europäische Umsatzsteuer für Internetunternehmen anzustreben, wenn wir andererseits noch nicht einmal über einen einheitlichen digitalen EU-Binnenmarkt verfügen. Ebenfalls sollen wir kurzfristige Zwischenlösungen vermeiden, die dauerhafte Beschlüsse noch schwieriger machen. Um Missverständnisse vorzubeugen, ich befürworte eine faire Besteuerung der Profite von Internetunternehmen. Nur sollte eine solche Besteuerung auch im Einklang sein mit der Notwendigkeit der Erhaltung und der Verstärkung der globalen Wettbewerbsfähigkeit der EU. Deswegen scheint mir hier die Zusammenarbeit mit der OECD sehr wichtig zu sein. Was mir bei der Diskussion zur Besteuerung von digitalen Unternehmen, die sogenannten GAFAs, auch zu denken gibt, ist der Umstand, dass eine große Anzahl dieser Unternehmen ihren technologischen Ursprung in Ländern außerhalb der EU auch haben. Wir reden übrigens oft über steuerliche Harmonisierung in der EU. Der Binnenmarkt benötigt sicher eine gewisse Harmonisierung auch im steuerlichen Bereich. Was mich sorgt, ist allerdings der Eindruck, dass das Wort Steuerharmonisierung seit Jahren und für Gesprächspartner auch oft gleichlautend mit dem Wort Steuererhöhung ist. Sollten wir im Steuerbereich, wenn wir schon harmonisieren wollen, nicht im Interesse der globalen Wettbewerbsfähigkeit und der Steuerzahl der Europäischen Union auch mal über Steuersenkungen reden können? Und glauben Sie mir, ich rede hier keinem Steuerdumping, das Wort, aber die globale Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union liegt mir sehr am Herzen. Die augenblickliche Diskussion der Besteuerung von Internetunternehmen zeigt aber auch, dass wir mehr in Innovation und auch in die Finanzierung von Start-ups investieren müssen. Volkswirtschaftlich gesehen sind in einem gemeinsamen und offenen europäischen Binnenmarkt die Defizite der einen die Überschüsse der anderen. Ich befürworte keine Vergemeinschaffung der Schulden oder notleidender Kredite, aber ich bin mir in einem gemaßten Markt unserer Verantwortung für das allgemeine Wohl auf europäischer Ebene bewusst. Zu starke Ungleichheiten zwischen den einzelnen Partnern im Binnenmarkt sind auf Dauer der notwendigen volkswirtschaftlichen Stabilität in Europa auch nicht förderlich. Monsieur le Président, l'Europe ne se limite cependant pas à son marché commun. Pour paraphraser Jacques Delors, on ne tombe pas amoureux du marché commun. Nous devons aussi parallèlement œuvrer en faveur d'un modèle social européen qui favorise une convergence sociale vers le haut parmi les États membres. Ici, je salue donc le vote de la plénière de hier suite à l'accord en mars dernier du Parlement et du Conseil sur la révision de la directive sur le détachement des travailleurs dans le marché intérieur. Il s'agit ici d'un pas important dans la direction de la lutte contre le dumping social. De même, j'espère qu'un accord sur la législation sociale pour le secteur du transport routier, législation qui permet une telle convergence sociale vers le haut, tout en tenant compte des spécificités de ce secteur, pourra être trouvé avant la fin de cette législature. À ce titre, je salue aussi la proposition du président de la Commission de créer une autorité européenne du travail pour renforcer la coopération transfrontalière et la lutte contre les fraudes et les abus. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, seule une économie et une union monétaire européenne forte peuvent générer des emplois et des impôts pour financer des modèles européens modernes de protection sociale. L'approfondissement de l'union économique et monétaire ne doit pas se limiter cependant seul aux aspects budgétaires. Le renforcement de la compétitivité et de la productivité au niveau européen, ainsi que la
mise en place d'un véritable espace européen de l'innovation sont des facteurs de convergence qui faciliteront à terme, et j'en suis convaincu, la gestion commune dans le domaine budgétaire. Une Europe compétitive, prospère et ouverte sur le monde sera le meilleur garant pour protéger le modèle social européen. Et finalement, tout approfondissement de l'union économique et monétaire passera tôt ou tard aussi par l'élargissement de la zone euro. À l'exception de 2 États membres, les traités de l'Union prévoient une adhésion de tous les États membres à l'euro. L'adoption de la monnaie commune est donc un principe juridique incontournable dans la mise en œuvre des traités. Toutefois, il faut agir sans précipitation, en tirant notamment les enseignements de l'expérience des dernières années et veiller à la productivité et à la compétitivité de l'ensemble des pays membres de la zone euro. Le prochain cadre financier pluriannuel devra donc aussi refléter le besoin de convergence économique en se focalisant, entre autres, davantage sur le domaine de l'innovation. Dans ce sens, je salue aussi les propositions de la Commission qui constituent une bonne base de discussion. Je suis aussi heureux de l'attention conférée au programme Erasmus. Monsieur le Président, j'ai la chance de faire partie de cette génération d'Erasmus, étudiants luxembourgeois ayant étudié à Nancy, à la faculté de droit, ayant fait un séjour Erasmus à Panipestimos Aristoteliou Saloniki, où j'ai pu découvrir des matières que je ne connaissais pas auparavant, mais surtout ouvrir les yeux, et croyez-le-moi, à travers ce séjour Erasmus, de ce qu'apporte l'Europe au quotidien de chacun. Et je ne peux que recommander à chacun de pouvoir, dans le cadre de ses études, aussi faire cet échange, car c'est un échange et c'est plus que des études, c'est vraiment un échange et une expérience qui vaut vraiment le coup d'être fait. Et dans un même ordre d'idée, sans vouloir entrer dans le détail, je crois aussi à la valeur ajoutée des fonds de cohésion. Cela dit, le moment me semble venu pour mener une réflexion dans un esprit de solidarité sur le meilleur usage à faire de ces fonds. Il me semble important que les fonds de cohésion soient utilisés de façon encore plus transparente dans les respects aussi de l'État de droit. Monsieur le Président, avant d'aborder les attentes de nos concitoyens en matière d'action extérieure de l'Union, permettez-moi une parenthèse concernant l'organisation interne de notre Union. Il est évidemment légitime de discuter de l'organisation interne de l'Union, d'une Europe fédérale, d'une Europe des partis, de la répartition des pouvoirs aussi entre les institutions. Je ne vous cache pas que je suis un tant soit peu hésitant par rapport au débat institutionnel. Ces discussions, aussi importantes qu'elles ne soient, n'enthousiasment guère nos concitoyens. Et si nous avons l'impression que c'est ce qui les passionne à l'extérieur, nous nous trompons. Le changement institutionnel doit être lié à la poursuite d'objectifs politiques concrets répondant aux besoins des citoyens et aussi à leurs aspirations. C'est la valeur ajoutée concrète qui doit constituer le fil rouge, justement, en matière de changement institutionnel. Ici, permettez-moi de le dire, j'ai des difficultés à comprendre, et encore hier soir, j'en ai discuté avec un de vos représentants, de la position des Spitzenkandidaten sans avoir de liste transnationale. Je connais votre décision, Monsieur le Président, mais j'espère que vous y reviendrez un jour. Pour moi, on a commencé à l'envers. Nous avons des Spitzenkandidaten sans liste transnationale, alors que le Spitzenkandidat devrait être le Spitzenkandidat d'une liste transnationale. Mr. President, the citizens that you and I represent expect the Union to contribute to their safety and security from internal and external threats. Notwithstanding our internal challenges in numerous policy domains, it seems to me that the largest crises were imported from outside the European Union. The refugee crisis was triggered by a worsening security situation in the Middle East and the Sahel region, to which the wars in Libya and Syria have contributed. The dramatic events of summer and autumn 2015, when hundreds of thousands of refugees have been fleeing war on a scale not seen in Europe since 1945, are obvious evidence that no European nation state is able to cope with such tragedies on its own. In that respect,
I deeply regret the opposition by some EU member states to carrying their share of the burden in a spirit of solidarity. In the age of globalization, European solidarity is even more important than it was before. By the way, in any relationship, solidarity is a concept that should not be qualified. We need to stand together in solidarity and not try to introduce concepts like flexible solidarity, which at the end of the day will result in a reciprocal lack of solidarity. Sehr geehrter Herr Präsident, denn wie heißt es doch so schön in Goethes Faust? Nichts Besseres weiß ich mir an Sonnen- und Feiertagen als ein Gespräch von Krieg und Kriegesgeschrei. Wenn hinten weit in der Türkei die Völker aufeinanderschlagen, man steht am Fenster, trinkt sein Gläschen aus und sieht den Fluss hinab die bunten Schiffe gleiten, dann kehrt man abends froh nach Haus und segnet Fried und Friedenszeiten. Dieses faustische Passage illustriert den Wandel der Zeit. Die Türkei, Syrien, Libyen, der gesamtsüdliche Mittelmeerraum als auch Russland oder die Ukraine sind in der heutigen globalisierten Welt unsere direkten Nachbarn. Diese Länder sind weder hinten noch weit weg. Es sind unsere Nachbarn und nur eine globale, einheitliche, aufgestellte Außenpolitik der Europäischen Union kann hier auch Einfluss nehmen. Nationalgrenzen verlieren in diesem Zusammenhang ihren Sinn oder alles anders ausgedrückt, eine nationale luxemburgische Grenze kann nur an den EU-Außengrenze beschützt werden. Die Bürger verlangen zu Recht Taten. Frontex ist von großer Bedeutung, nicht weil ich die EU-Außengrenzen schließen will, sondern weil ein starker europäischer Grenzschutz zur Sicherheit auch der Europäischen Union und der Wahrung unserer Werte unabdingbar ist. Auch hier begrüße ich die Finanzierungsvorschläge der Kommission. Ich bin überzeugt, dass die europäischen Bürger bereit sind, eine europäische garantierte Sicherheit an den Außengrenzen auch mitzufinanzieren. Sicherheit ist genauso wie die Reisefreiheit und die Freizügigkeit ein gewichtiges europäisches Gut. Reisefreiheit à la Schengen und der Schutz der Außengrenzen bedingen sich gegenseitig. Mehr Europa und größere EU-Budgets, welche auch die nationalen Budgets entlasten, sind hier stark vonnöten. Hier an dieser Stelle begrüße ich auch ausdrücklich, dass jeder EU-Bürger überall auf der Welt den konsularischen Schutz aller anwesenden europäischen Konsulaten genießt. Monsieur le Président, la crise migratoire de 2015 a montré que l'Union européenne doit redoubler d'efforts non seulement pour sécuriser ses frontières extérieures, mais aussi de façon générale pour renforcer ses politiques dans la dimension extérieure, comme les affaires étrangères, la défense, la coopération au développement, sans oublier une politique commune en matière d'asile et d'immigration. Ça ne sera qu'à travers la mise en œuvre en commun des souverainetés nationales que nous saurons aussi assurer notre propre souveraineté. Ayons le même courage que nos prédécesseurs en 1989, lorsqu'ils se sont mis en marche pour réunifier l'Europe, et assurons en commun notre sécurité et nos frontières. Je suis aussi convaincu que nous dépenserons moins tous ensemble si nous mettons nos efforts en commun, ceci en raison de gains d'efficacité et de synergie que nous arriverons à réaliser. Le même principe vaut pour la défense. Le Luxembourg est un pays qui a de la chance d'être entouré aujourd'hui par des pays amis, desquels n'émane aucune menace pour sa sécurité, bien au contraire. De par son histoire, le Grand-Duché de Luxembourg ne saurait être soupçonné de vouloir pousser l'Union dans une direction autre que celle de soutenir la paix. Nous croyons aux vertus du multilatéralisme et du droit international, de la diplomatie et de la coopération au développement. Et le Luxembourg a, comme les autres pays, aussi connu des périodes budgétaires plus difficiles ces derniers temps. Et croyez-moi que certaines voix ont tout de suite dit que le budget de la coopération, on pourrait le couper. Pourquoi vouloir aider à l'extérieur quand on peut avoir encore des problèmes à l'intérieur? Et mon gouvernement a décidé, comme le gouvernement précédent déjà, que même en période plus difficile, le budget de la coopération, ce pourcent que l'on dépense pour les plus pauvres au monde, est un pourcent qui est bien investi. Et quand nous nous demandons si on va manger chaud ou froid, certaines mères se demandent ce qu'elles vont pouvoir servir à leurs enfants à manger
pendant une semaine. Pendant que nous nous demandons qu'est-ce que l'on va faire, certains aimeraient avoir tout simplement un avenir et savoir quelles sont les perspectives qu'ils veulent faire. Et ce pourcent permet à des jeunes qui aujourd'hui, ou hier peut-être, n'avaient pas de perspective, d'avoir un futur, d'avoir un emploi et d'avoir de l'optimisme pour l'avenir. Donc, cette politique du développement, nous la défendons. Et je regrette qu'au niveau international, et aussi certains collègues au niveau européen, quand le bic rouge doit être sorti, le budget de la coopération est le premier qui est sorti. C'est populaire, mais croyez-moi que ce n'est pas bien. Monsieur le Président, croyez-moi aussi que je suis convaincu que c'est dans l'intérêt des citoyens de l'État de l'Union de faire davantage pour arriver aussi à une coopération plus étroite dans le domaine des relations extérieures. Dans ce contexte, je plaide notamment en faveur d'une mise en œuvre rapide de la coopération structurée permanente lancée en marge du Conseil européen du 14 décembre 2017. Dans le même ordre d'idées, j'estime que la coopération devra être approfondie dans le domaine de la politique extérieure. L'objectif doit être que l'Union européenne ait une voix plus forte au profit de la paix, qui est une valeur fondamentale, car la guerre est la négation des droits de l'homme. À cause de son histoire, l'Europe doit être un rempart contre la dictature et contre la barbarie. Les valeurs européennes telles que nous les avons consacrées dans les traités constituent d'ailleurs le consensus fondamental entre les États membres. Elles sont notre socle dans nos relations avec le reste du monde. Finalement, je demeure intimement convaincu, encore une fois, que la coopération reste aussi un rempart contre les causes profondes de l'insécurité. Un concept large de la sécurité européenne doit inclure le volet de la coopération aussi et du développement. J'ai parlé de nos valeurs communes. Je ne pourrais pas terminer mon intervention, Monsieur le Président, sans mentionner l'importance que j'attache à la liberté de la presse, une composante essentielle de nos démocraties. Au cours de l'année écoulée, plusieurs dizaines de journalistes ont été assassinés, 2 d'entre eux au sein même de notre Union. C'est une situation qui me préoccupe au plus haut degré. Il importe que l'Union européenne continue à défendre et à promouvoir la liberté de la presse. Monsieur le Président, permettez-moi, vous avez vu, je vous ai parlé en français, en allemand, en anglais. Juste een 6 Europa-Deputate de Flitsenburg, merci für die konstruktive Zusammenarbeit, die wir gemacht haben. Je viens juste de parler l'autre langue que nous parlons au Grand-Duché de Luxembourg, qui est notre langue nationale, le luxembourgeois, pour remercier aussi les 6 députés européens luxembourgeois qui défendent la position du Grand-Duché de Luxembourg dans cette Europe. Nous ne sommes pas le plus grand membre, mais croyez-moi que nous croyons en notre Europe. Et en conclusion, accélérons justement notre démarche vers l'Europe avec confiance et audace. Notre monde est en changement et l'Union européenne constitue la meilleure garantie pour notre souveraineté collective et l'épanouissement des citoyens, de tous nos citoyens. Merci.